Je suis ravie de vous accueillir cet après-midi pour ce webinaire de perfectionnement professionnel intitulé « Programme de remise à niveau pour les personnes vivant dans la pauvreté ». Je suis votre animatrice du jour, Tamara Katari. Je travaille pour le Literacy Link South Central. J'aimerais souhaiter la bienvenue à tout le monde pour ce 3e webinaire de perfectionnement professionnel de l'année. Nous pensons que c'est un sujet pertinent qui reflète bien la situation dans beaucoup de nos communautés. Dans le webinaire d'aujourd'hui, vous allez apprendre de quelle manière les programmes d'alphabétisation et de formation de base aident les personnes en situation de pauvreté à développer leurs compétences, à atteindre leurs objectifs et à suivre une formation ou trouver un emploi. Pour commencer, j'aimerais vous en dire un peu plus sur ces séances de perfectionnement pour professionnels de la littératie. Cette série de webinaires a été créée par les réseaux régionaux et les organismes provinciaux de soutien en littératie du programme d'alphabétisation et de formation de base de l'Ontario. Nous avons conscience qu'il n'est pas toujours facile d'accéder à du contenu spécialisé pertinent en matière de développement professionnel. Et nous avons à cœur d'aider les formateurs du programme AFB avec des présentations sur des sujets importants pour eux et pour leur travail. Nous présentons ces webinaires en anglais depuis 2015-2016 et nous avons l'immense joie de vous annoncer que la transcription en français sera bientôt disponible. À l'écran présentement, vous avez un lien vers tous les webinaires que nous avons organisés depuis 2015. Ils ont été enregistrés, tout comme celui d'aujourd'hui le sera, pour permettre aux formateurs d'y accéder en tout temps, peu importe où ils se trouvent. Nous accueillons 4 personnes aujourd'hui. La première viendra nous parler des projets de Compétences Plus Ontario. La deuxième, des ponts pour sortir de la pauvreté et l'avancement en milieu de travail. La troisième, des programmes de perfectionnement des compétences permettant d'aider les personnes en situation de pauvreté. Et la dernière, de Let's Get Real Employment for Youth, que l'on pourrait traduire par « de plein pied dans la réalité, les jeunes et l'emploi ». À la fin de la présentation, nous répondrons à vos questions, donc gardez-les pour la fin, s'il vous plaît. Commençons avec notre première invitée. Laurie Bruner est directrice du Centre des compétences de Brent, où elle est reconnue pour son innovation et sa capacité à mettre en œuvre des programmes ciblés répondant aux besoins émergents de la communauté. Elle est également particulièrement reconnue pour la création et la prestation de programmes d'études liés au travail. Sa programmation ciblée va de la culture numérique à l'apprentissage, en passant par le service à la clientèle. Récemment, elle a ajouté la réalité virtuelle pour promouvoir les compétences en milieu de travail. Je vais céder la parole à Laurie pour qu'elle puisse nous en apprendre davantage sur son organisme et sur la manière dont elle s'implique au sein de Compétences Plus Ontario. Comme Tamara l'a mentionné, je m'appelle Laurie Bruner et je travaille pour le Centre des compétences de Brent. Je suis ravie de vous présenter le projet pilote Compétences Plus Ontario auquel nous participons. Pour vous présenter les choses, Compétences Plus Ontario est une initiative d'Emploi Ontario qui date de 2016-2017. Il s'agit d'un projet pilote de perfectionnement de la main-d'œuvre dans les secteurs de l'hôtellerie, de la fabrication et de la construction, une sorte de pont entre les employeurs et les services d'emploi et de formation. Les projets C+O aident les participants à surmonter les obstacles qui les empêchent de trouver un emploi, avec pour finalité le développement d'un bassin de travailleurs prêts à travailler, répondant aux besoins en main-d'œuvre des employeurs. Ces projets proposent généralement un certain nombre d'éléments importants pour permettre à ceux qui cherchent un emploi de relever le défi en leur fournissant une formation gratuite sur les compétences essentielles, générales et techniques, souvent conçues main dans la main avec des employeurs des secteurs ou des industries ciblées, diverses aides, des fournitures, une formation en milieu de travail et une expérience sur le terrain. Selon le programme, les diplômés peuvent recevoir un certificat de reconnaissance du collège. À Brantford, je crois que les participants reçoivent 3 crédits collégiaux.
D'après un article datant de mai 2019, il y a environ 20 projets Compétences Plus Ontario actifs à travers la province dédiés à la formation dans les secteurs de l'acier et de l'aluminium, de la fabrication, de la logistique, du tourisme et de l'hôtellerie, de la foresterie, etc. Parmi les projets en cours dans l'Ouest, on retrouve Skills for Steel du YMCA d'Hamilton Burlington Brantford et Connect to Skills, entreposage logistique à Brantford par la commission locale de Grand Erie. La première cohorte du projet Connect to Skills, entreposage logistique, date d'octobre et novembre 2018, la deuxième de décembre et la troisième de février 2019. La deuxième année de ce projet pilote, la première cohorte a eu lieu en mai, la deuxième en août et la troisième en octobre. La quatrième est prévue pour janvier 2020. Avec environ 15 à 17 participants dans chaque cohorte, les participants reçoivent une formation sur les compétences essentielles et les compétences relatives à l'employabilité, une mise à niveau et des instructions, ainsi qu'une formation sur les compétences techniques pour devenir manutentionnaire, expéditeur destinataire ou répartiteur. Pour être admissible à ce projet pilote de Brantford en particulier, le participant doit être sans emploi ou travailler moins de 20 heures par semaine ou disposer de faibles revenus, être âgé d'au moins 18 ans, ne pas être scolarisé, être intéressé par une carrière en entreposage logistique et être légalement autorisé à travailler au Canada. Le groupe consultatif de ce projet C+O est composé de membres d'agences et d'organismes d'emploi Ontario, de personnes du département du développement économique du comté de Brant et de la ville de Brantford, d'entreprises, d'employeurs, de services sociaux et de services d'éducation. C'est cette utilisation d'une approche communautaire pour faire connaître les besoins en main-d'œuvre par secteur et mettre en relation divers partenaires qui permet au programme Connect to Skills, entreposage logistique, d'atteindre ses objectifs. Notre rôle au sein de ce projet pilote consiste à participer aux rencontres organisées par l'employeur et le groupe consultatif, prendre le contenu existant, le développer et le réviser. Pour nous aider, nous avons visité 4 entreprises. Non seulement cela nous a aidé à façonner le contenu du programme, mais également de déterminer le matériel et l'équipement dont on pourrait avoir besoin pour les activités pratiques en classe. Étagères, palettes, dévidoirs à ruban adhésif, boîtes, produits déjà utilisés et sangles. De plus, en fonction de l'horaire des visites des participants, notre instructeur pourra également y assister afin de renforcer certaines compétences ou connaissances essentielles auprès des participants. Tout au long du programme, des visites chez des employeurs sont prévues. Les participants quittent la classe, font la visite, puis retournent en classe. Nous offrons actuellement ce programme en dehors de notre financement AFB. Le programme d'études sur les compétences essentielles que nous offrons comprend environ 47 heures d'enseignement dispensées sur une période de 2 semaines, le contenu étant révisé en fonction des commentaires des participants et des employeurs. Parmi le contenu, on retrouve aperçu de l'entreposage et de la logistique, compétences générales, organisation, gestion du temps et de l'apprentissage, activités de planification et de priorisation des tâches, techniques d'apprentissage et prise de notes. Dans la partie « Chercher et utiliser de l'information », nous nous concentrons sur le vocabulaire, les politiques, les procédures, l'étiquetage, les instructions et les listes de sélection. Travailler avec les autres. L'accent est mis sur le service à la clientèle, tout en faisant quelques exercices pratiques de préparation des commandes et d'utilisation du numériseur.
En ce qui concerne la technologie numérique, nous présentons les bases de l'informatique et de Microsoft Word, ainsi que certaines technologies spécifiques à certains secteurs, comme l'utilisation du récepteur à balayage. En mathématiques, nous passons en revue le calcul des durées, les fractions, les décimales, les mesures, les estimations et les températures, tout ce qui nécessite des compétences de base. Cela vient conclure la présentation pour notre secteur. Je laisse la parole à Tamara. Merci, Laurie. Avant de passer à la deuxième présentation, je voulais juste revenir sur quelques points clés. Le sujet que nous allons maintenant aborder s'intitule « Aider les gens en situation de pauvreté ». Les critères d'admissibilité du projet Compétences Plus Ontario, dont Laurie a parlé, étaient intéressants parce qu'ils semblent vraiment cibler les personnes qui sont en situation de pauvreté, qu'elles travaillent ou non. Merci d'avoir partagé cela. La prochaine personne à prendre la parole s'appelle Jane Tower et elle va nous parler de bâtir des ponts pour réduire la pauvreté et l'avancement en milieu de travail. Jane Tower travaille dans le domaine de la littératie et de la remise à niveau des adultes depuis 1990. Elle est actuellement directrice du Project Read Literacy Network. Jane est reconnue pour sa connaissance des outils d'évaluation et pour sa formation à Pont pour sortir de la pauvreté et Lawback. Jane détient également un certificat de gestion des bénévoles du Collège Conestoga. Jane, nous avons hâte d'entendre votre présentation. Merci, Tamara. Ce projet, j'essayais de le financer depuis des années et j'ai réussi grâce au Centre ontarien Innovation Emploi. Ça ne répondait pas tout à fait à leurs critères, mais nous avons tout de même réussi. Nous avons regardé de quelle manière bâtir des ponts pour réduire la pauvreté et les employeurs locaux, en particulier les manufacturiers, envisageaient la formation sur l'aide aux travailleurs vivant une situation instable au quotidien. Les employeurs étaient assez ouverts à l'idée parce qu'ils voyaient bien qu'ils avaient un besoin criant de main-d'œuvre peu qualifiée. Maintenant, ils écoutent les organismes comme le nôtre qui leur disent qu'il y a un immense bassin de personnes qu'ils ne voient pas, celles qui dépendent d'Ontario au travail et du POSPH, par exemple. Nous voulions également tester l'efficacité de l'avancée professionnelle. C'était censé être un projet sur 2 ans, mais nous n'en sommes qu'à notre première année de test. Vous verrez que les résultats étaient plutôt bons. Juste un rapide aperçu pour ceux qui ne connaissent pas bâtir des ponts pour réduire la pauvreté. Il s'agit d'une approche fondée sur les forces permettant de travailler avec les personnes en situation de pauvreté, qu'elles soient générationnelles, depuis 2 générations ou plus, ou situationnelles, dues à un problème économique. Cette approche explique comment éviter l'aspect réparation quand on travaille avec des personnes en situation de pauvreté et comment se concentrer sur la création d'un réseau de ressources au niveau individuel, organisationnel et communautaire. Comment mieux cerner les besoins des gens qui vivent une situation instable au quotidien? Le système éducatif et notre modèle économique sont basés sur des valeurs correspondant à la classe moyenne et à la manière dont nous travaillons. Ça ne veut pas dire qu'ils sont meilleurs ou pires, mais c'est différent. La manière dont j'ai été élevée et les choses que j'ai apprises vont être différentes par rapport à quelqu'un qui a grandi dans une pauvreté générationnelle. Je dis toujours que la ville de Kitchener dans laquelle je vis est très différente de la ville de Kitchener dans laquelle beaucoup de nos apprenants vivent. Si votre organisme ou votre entreprise travaille avec ou emploie des personnes en situation de pauvreté, seule une meilleure compréhension des défis auxquels elles font face et de leurs forces vous aidera à travailler avec elles et à réussir ensemble. Ce projet a passé en revue la formation telle qu'elle a été repensée pour le milieu de travail et s'appelle désormais « Stabilité en milieu de travail », prenant en compte le fait que la meilleure manière d'avoir de bons résultats, de garder les employés et de ne pas avoir un roulement élevé consiste à aider les gens dont la vie quotidienne est considérée comme instable. La développeuse Ruth Willis a créé ce graphisme intitulé « Le coût du roulement ». Et c'est fascinant. On y voit très clairement le coût de ce roulement.
les coûts de base et les coûts accessoires. Parmi les coûts de base, on retrouve tout ce qui entoure le processus de départ de la personne, c'est-à-dire les heures supplémentaires et les quarts de travail additionnels que quelqu'un va devoir faire après le départ d'un employé. Le processus d'embauche, c'est-à-dire les annonces, les entrevues, la vérification des références, la formation, parfois les uniformes. Donc, en utilisant l'échelle salariale moyenne au Canada et en supprimant les choses comme les uniformes, des tests de dépistage de drogue, l'embauche d'une agence de placement ou d'un chasseur de tête et le fardeau des collègues qui font des heures supplémentaires, les coûts de base du roulement sont les suivants. Comptabilité, 1 heure égale 19,44 $ plus 7,5 % de charges sociales égale 20,89 $. Publicité 1 heure égale 24,78 $ plus 7,5 % de charges sociales égale 26,63 $. Entrevue 3 heures égale 26,63 $ de l'heure égale 79,89 $. Vérification des références 1 heure égale 26,63 $. Orientation 2 heures égale 53,26 $. Formation égale 40 heures fois 14 $ plus charges sociales égale 602 $. Coût de base total du roulement pour un employé 809,30 $. Parmi les coûts accessoires, on retrouve la perte de productivité, l'augmentation de la charge de travail, les heures supplémentaires, les quarts de travail additionnels, le temps passé à refaire la planification et divers changements dus aux heures supplémentaires, la perte de productivité des collègues qui ont de la difficulté à travailler correctement, ce qui fait augmenter la perte de productivité du superviseur qui doit être partout en même temps, représente des coûts au minimum 3 fois plus élevés que les coûts de base, égale 2 427,90 $. Donc, au total, le coût minimal pour remplacer un seul employé est de 3 237,20 $. J'ai regardé ça, puis j'ai consulté les résultats de 2017 d'Employer One qui indiquaient qu'il y avait eu plus de 1279 roulements d'employés uniquement dans notre région, ce qui signifie que les employeurs ont perdu plus de 4,1 millions de dollars au total. Employer One est une étude réalisée par les commissions locales qui demandent aux employeurs combien de personnes elles ont embauchées, à quel poste, leur taux de roulement, etc. Les résultats peuvent vraiment nous aider à comprendre le marché du travail et son fonctionnement. Dans le cas présent, lorsque nous regardons les conséquences pour les employeurs, en tant que personnes travaillant dans le milieu de la littératie, nous regardons les problèmes et les conséquences pour les employés. Nous regardons le transport, le prix de l'essence, la distance à parcourir à pied entre le domicile et l'arrêt d'autobus, etc. Nous aimerions que les employeurs voient cela. Quelles sont les conséquences pour l'entreprise en cas de problème de transport? Du roulement, du retard, de l'absentéisme. Nous parlons aux employeurs de tout cela, de ce que cela signifie pour eux et des raisons pour lesquelles ils devraient participer au développement des ressources de chacun. Ce n'est pas seulement une question financière, les gens ont besoin de bien plus que cela. Du soutien émotionnel, des aides en littératie, langue, capital social. Nous nous sommes aperçus que les employeurs étaient tout à fait disposés à travailler avec nous là-dessus. Nous sommes ensuite passés à l'avancement en milieu de travail et au travail des groupes de discussion pour décider du type d'aide dont les gens pourraient avoir besoin dans la vie quotidienne et au travail. Nous leur avons montré le programme actuel pour voir s'il pourrait être d'une quelconque utilité. Le programme se concentre essentiellement sur le logement abordable, les salaires et quelques autres petites choses sur lesquelles travailler. Les participants se penchent également sur les causes de l'instabilité économique, les plans personnels et communautaires, le lieu de travail et les occasions d'emploi.
Le but est vraiment d'essayer de les amener à commencer à analyser ce que c'est que de vivre dans l'instabilité au quotidien. Si vous comprenez vraiment ce que ça implique, vous allez réaliser que certaines choses permettent d'améliorer ce quotidien, tandis que d'autres le rendent plus difficile. Les personnes en situation de pauvreté ont constaté qu'il n'y avait vraiment rien de bon à cela, mais qu'on pouvait s'en sortir, et c'est l'objectif. Nous avons un réseau de ressources pour employeurs présents dans 5 États américains. Dès que vous offrez de l'aide aux employés directement sur leur lieu de travail, vous ne pouvez pas vous permettre de les laisser gérer la suite seuls, car au moindre problème, ils risquent d'être dépassés par la situation. L'endettement constitue un énorme problème. On pourrait être amené à penser que l'emploi va enlever un peu de pression de ce côté, mais les gens finissent toujours par faire face à la fois à la pression de l'emploi et à l'endettement. D'autres problèmes, comme le transport et la garde des enfants, sont également des facteurs de stress qui peuvent pousser les gens à quitter leur emploi. Ce que le RRE fournit et ce que nous voulions mettre en place au cours de notre 2e année, c'est un soutien supplémentaire. Les employeurs cotisent au RRE, ce n'est pas de l'argent public. Ce sont des employeurs qui aident leurs employés. Par exemple, ils peuvent s'associer à leur caisse populaire locale et aider leurs employés à consolider leurs dettes et à commencer à épargner. Ils résolvent des problèmes et aident certaines personnes. Ce système fonctionne bien et on constate que cela permet d'économiser des millions de dollars parce que les gens ne quittent pas leur emploi, viennent au travail tous les jours et sont plus épanouis professionnellement. Nous avons organisé des groupes de discussion avec des personnes sans emploi, mais qui avaient déjà occupé un emploi. Nous voulions savoir ce dont elles avaient besoin de la part des programmes d'employabilité de l'Ontario. Elles avaient besoin de transport, d'aide avec leur CV et de fonds de lancement. Elles ne savaient même pas que ces fonds existaient. Les participants ont également mentionné vouloir être formés. Ils ont vraiment besoin qu'on leur apprenne le métier sur le terrain. Ils mentionnent que bien souvent, on ne leur offre ni formation ni explication. Comme l'a dit un client, ce serait une super idée. Nous avons parlé du type d'emploi qu'ils aimeraient avoir. Ils n'ont pas parlé d'argent tout de suite, plutôt du respect et d'un bel environnement. Ils ont aussi parlé d'orientation. Ils ont dit détester les mauvais supérieurs et le harcèlement. Ils ne voulaient rien savoir de cela. Ils ont aussi mentionné le manque de respect vis-à-vis des compétences. C'était assez simple. Ensuite, nous sommes passés à l'avancement en milieu de travail. Nous avions 17 personnes inscrites, alors que nous n'en espérions que 12. Nous avions également 14 personnes sur une liste d'attente. 16 des 17 participants sont restés pendant toute la durée du programme qui a duré 5 semaines, à raison de 3 fois par semaine, des cours de 2 heures et demie. La plupart des participants ont déclaré pouvoir faire 5 jours pendant 3 semaines, mais je les ai avisés qu'ils n'auraient pas le temps de faire leurs devoirs. Je m'adressais à des gens du collégial et ils disaient que ConEd avait été invité à donner des cours plus courts et plus rapides. Les participants ont trouvé que, grâce à ce qu'ils avaient appris, ils avaient plus confiance en eux et une meilleure vision de la vie. Ils étaient plus positifs et ils croyaient en eux. Ils ont également parlé de la manière dont cela avait changé certains pans de leur propre vie et amélioré leurs relations privées et professionnelles. Nous avons eu beaucoup de succès. Nous avions un jeune homme qui était dans un programme de remise à niveau pour adultes pendant un certain temps, très introverti, qui ne disait jamais un mot, mais il a fini par changer, prendre la parole, etc. Il a suivi une formation de cuisinier et est maintenant seconde cuisine. Voilà le genre de belles histoires que nous avons eues. 7 de nos participants ont trouvé un emploi et 8 ont continué à faire des remises à niveau et des formations. Nous n'avons pas obtenu de financement pour une 2e année et nous organisons donc une formation pour les services d'emploi et les programmes AFB afin d'organiser conjointement l'avancement en milieu de travail parce que les gens ont besoin de l'aide des services d'emploi. Nous avons tout aligné sur le cadre du CLAO avec des tâches jalons et nous l'avons canadienisé. Nous travaillons également fort pour offrir une formation pour bâtir des ponts pour réduire la pauvreté à des employeurs locaux.
Merci, Jane. Je me pose une question. Compte tenu de la pertinence du programme d'avancement en milieu de travail, je me demande combien de C+O envisagent d'intégrer ce programme dans le cadre de leurs activités. Nous y reviendrons à la fin. J'adore l'idée d'organiser le programme conjointement avec les services d'emploi et les programmes AFB. Je ne dis pas que c'est quelque chose de facile, mais tous les ingrédients sont réunis. Il faut juste quelqu'un pour les organiser. Nous allons passer à la troisième présentation avec Wendy Olson. Wendy est gestionnaire de programme pour le Centre d'apprentissage pour adultes de la région de Dryden depuis 2005. Elle a co-développé l'évaluation commune pour l'ensemble de ressources sur les voies de transition du cadre du CLAO et a offert des sessions de formation dans le domaine de l'alphabétisation et de la formation de base. Wendy siège au comité du programme urbain de formation sur le retour à l'autonomie des Autochtones de Dryden, Dryden Urban Indigenous Homeward Bound Program. Il s'agit d'un programme de formation holistique qui fournit des services complets aux mères célibataires autochtones sans emploi ou sous-employées. Il les aide à décrocher des diplômes universitaires, à se lancer dans la vie professionnelle et à devenir autonomes financièrement. J'ai hâte d'en savoir plus. Bonjour Tamara et bienvenue à tous. Je tiens à remercier Northern Networks et nos organismes de soutien de m'avoir permis de participer à ce webinaire et à tous ceux qui ont pris le temps au milieu d'un emploi du temps chargé pour se joindre à nous aujourd'hui. Comme l'a dit Tamara, ce programme est très complet et regroupe tous les soutiens communautaires dont les mères monoparentales autochtones de la ville ont besoin. Notre objectif est d'aider ces femmes vivant dans la pauvreté à avancer dans la vie et à atteindre une indépendance financière durable. Nous travaillons sur un modèle de prise en charge individualisé, donc au cas par cas. Chaque participante verra certaines aides intégrées à son plan en fonction de la taille de sa famille, du nombre d'enfants qu'elle a et des autres aides dont elle a besoin. Ce programme est basé sur un modèle qui existe déjà à Toronto et qui s'appelle Wood Green. Nous avons intégré un lien à l'écran si vous souhaitez en savoir plus. Nous l'avons adapté à nos besoins en fonction des informations dont nous disposions sur le marché du travail et la démographie. Ce sont les mères monoparentales de la région qui ont le plus besoin d'aide. Il s'agit d'un engagement en 4 phases sur 4 ans. La première phase est une remise à niveau et une préparation à la vie active. La deuxième phase porte sur l'enseignement postsecondaire et les phases 3 et 4 sont vraiment axées sur l'emploi, le stage et le logement. Le processus d'inscription comporte une présélection. Les femmes qui souhaitent s'inscrire peuvent également obtenir une référence officielle de la part de leur fournisseur de services. La phase 1 porte sur les évaluations. Nous offrons de 16 à 20 semaines de remise à niveau et de préparation aux études postsecondaires. Nous aidons également les étudiantes à obtenir les prérequis. Leur plan est personnalisé afin de les aider au mieux à trouver leur voie. Nous fournissons également un soutien continu, même lorsqu'elles sont aux études. Nous avons également mis en place des rencontres avec les fournisseurs de services qui traitent des problèmes de chaque individu pour une meilleure planification communautaire. Nous utilisons un modèle d'apprentissage mixte et les prochaines étapes seront directement intégrées à leur plan. Il s'agit d'un partenariat communautaire, mais dirigé par notre centre d'amitié local. Voici les partenaires des débuts. Comme vous pouvez le constater, il s'agit de la ville de Dryden, notre conseil d'administration des districts des services sociaux locaux, le conseil du district de Kenora, les services d'aide au logement pour les Autochtones de l'Ontario et la Fédération des centres d'amitié autochtones. Il est soutenu par un comité consultatif depuis sa création. Je siège à ce comité ainsi qu'au comité de sélection. Nous avons également désormais un conseil de l'industrie fonctionnelle qui est représentatif de nos besoins en main-d'œuvre locale et de nombreux autres partenaires communautaires pour aider les divers services et soutiens. On a travaillé fort pour en arriver là. Tout a commencé en 2015 avec des consultations avec les communautés locales. Grâce au financement de Trillium
et de la Fédération des centres d'amitié, nous avons pu nous lancer et créer notre tout premier programme en 2017-2018. Et l'année passée, nous avons enfin pu terminer l'unité de transition du programme grâce au Centre pour l'enfant et la famille On y va. La plupart des femmes ont de 2 à 5 enfants. Nous pensons donc avoir environ 30 enfants ayant besoin d'une garderie. Je voulais prendre du temps pour parler des répercussions du programme. Nous avons constaté plus de transitions réussies vers le collège. Le collège est devenu tellement complexe. 7 des 9 premières inscrites sont en 2e année, au 3e trimestre. Donc, le plan va changer en ce qui les concerne. Nous allons faire intervenir les services d'emploi et intégrer davantage de planification de carrière. 2 du 2e groupe d'inscription suivent des cours à temps partiel au collège. Nous sommes une petite communauté, donc parfois, les participants doivent attendre un peu pour accéder au programme de leur choix. Nous en avons une qui essaie présentement de terminer sa 12e année. Nous avons eu 5 nouvelles inscriptions en avril dernier et elles sont toujours avec nous. Toutes ces femmes ont droit aux aides en matière de transport, de garde d'enfants, de santé mentale et de soutien juridique. Dans notre petite communauté, nous avons réussi à augmenter le nombre de logements disponibles, surtout pour celles qui se trouvent dans des situations difficiles, sans logement stable et qui ne mangent pas toujours à leur faim. Il y a 15 nouveaux appartements dans l'unité de transition. Grâce au service d'aide au logement pour les Autochtones, il y a maintenant plus de logements disponibles à la location. Des logements sécuritaires et qui offrent un environnement stable. Il y a plus de places en garderie, surtout pour les bébés et les jeunes enfants à besoins spéciaux. Nous avons constaté que de plus en plus de participantes accédaient aux services communautaires locaux, en particulier tout ce qui touche la santé mentale et un mode de vie plus sain. Beaucoup de programmes dérivés en ont découlé. Beaucoup de femmes et d'enfants ont été retirés d'environnements instables, ils vivaient parfois dans des conditions terribles, et sécurisés dans des lieux plus sûrs. D'un point de vue de gestionnaire, je dirais que la coordination des services est plus efficace. Les participantes connaissent maintenant beaucoup mieux les autres personnes et les travailleurs qui sont en première ligne dans les communautés. Elles sont davantage capables de se débrouiller seules. Il y a moins de dédoublement et plus de partenariats. J'aime vraiment l'approche de l'équipe qui fonctionne au cas par cas pour ne laisser personne derrière. Si un cheminement ne se concrétise pas, nous travaillons avec la participante pour essayer de trouver autre chose. Cela dit, les défis deviennent des occasions pour de nouvelles formations. Nous avons par exemple découvert un jour que le cours d'écriture persuasive dans les collèges pouvait être assez difficile et nous avons donc offert un cours d'écriture supplémentaire tout au long de l'été pour qu'elle soit mieux préparée pour septembre. Autre chose, Ontario au travail offre désormais des déjeuners et des collations à nos participantes sur une base quotidienne. Il y a plus de facilité aussi en ce qui concerne le transport, surtout les jours de collecte de banques alimentaires. Pour celles qui ont de jeunes enfants, il est parfois difficile de rentrer à la maison avec une poussette et l'épicerie. Il y a également plus de sièges pour bébés et enfants dans nos taxis locaux. Il n'y avait pas grand-chose avant, mais maintenant que les femmes se déplacent et utilisent des taxis et d'autres véhicules, cela devenait nécessaire. Les femmes ont beaucoup plus confiance en elles et se connaissent mieux. Si on regarde les compétences telles que l'autogestion, elles se défendent et se soutiennent mutuellement et ont une meilleure connaissance de leur communauté. Comme je l'ai déjà mentionné, on constate un sentiment d'appartenance et un bienfait à s'éloigner d'un environnement instable. La coopération entre les agences s'est améliorée pour de meilleures voies de transition éducative et à mesure que nous progressons, d'autres partenaires communautaires se joignent à nous. Les femmes actuellement rendues à la phase 3 vont pouvoir envisager un emploi et une transition vers les étapes suivantes. La philosophie derrière ce partenariat, c'est qu'en faisant voler en éclats les obstacles qui se dressaient devant elles et grâce aux services qu'on leur offre tout au long de leur formation et de leurs études, les participantes peuvent se concentrer sur leur apprentissage et sur l'amélioration de leurs conditions de vie. La prochaine session commence en janvier et nous espérons avoir 7 ou 8 participantes de plus.
Voici quelques partenaires avec lesquels nous avons travaillé depuis 2015. Le cercle représente le cercle des soutiens qui commence et se termine par les soutiens culturels, car il est dirigé par les centres d'amitié de notre communauté. Merci beaucoup d'avoir été là aujourd'hui. Merci, Wendy. Quel superbe programme! J'aime qu'on mette l'accent sur les aides et les transitions. On parle beaucoup de la suppression des différents obstacles, mais ce programme et le financement qui y est associé aident beaucoup en ce sens. C'est vraiment super, toutes ces diapos sur les répercussions. Pour terminer, nous accueillons Elisabeth Deberg pour la 4e présentation intitulée « Let's Get Real Employment for Youth ». Elisabeth est spécialiste en littératie. Elle est directrice du centre d'apprentissage du comté de Wellington depuis 18 ans. Le centre est situé dans une zone rurale et dessert 4 cantons. Ces programmes se déplacent de canton en canton pour faire la promotion de leurs services. Elisabeth a découvert que certains ingrédients clés permettaient d'augmenter fortement le recrutement et la rétention des apprenants. Elisabeth va maintenant nous présenter la programmation unique que son centre a créée pour servir les clients d'Ontario au travail. Nous avons créé le programme Let's Get Real car nous avions souvent des clients intéressés par la littératie ou la remise à niveau et qui n'ont pas donné suite ou qui avaient été envoyés par Ontario au travail, mais qui ne savaient pas trop ce qu'ils faisaient là ou ce qu'ils voulaient apprendre. Certains avaient terminé leur secondaire, d'autres non, mais aucun n'avait jamais vraiment pris de plaisir à apprendre. Nous avons créé le programme Let's Get Real pour les aider au niveau professionnel et éducatif. Nous avions quelques critères. Être âgé de 16 à 29 ans, savoir utiliser un ordinateur, avoir envie d'améliorer ses compétences et ne pas être inscrit à l'école secondaire. Nous fournissons une tablette à chaque participant. Dans les zones rurales, quand on dépend d'Ontario au travail, on n'a pas toujours les moyens de s'en payer une, donc nous la fournissons pour toute la durée du programme. Nous offrons également le déjeuner tous les matins. Le 100 $ est très important d'un point de vue publicitaire, c'est cela qui attire le monde. Nous payons le kilométrage et organisons des visites d'entreprise. Ça permet de souder le groupe. Et pendant toute la durée du programme, ils apprennent beaucoup de choses sur eux-mêmes et leurs forces. Ils essaient de trouver quelque chose qui les intéresse. Nos groupes sont composés de 4 ou 5 apprenants, pas plus, pas moins. Le but est de leur fournir un maximum d'aide personnalisée. Avec le temps, le groupe va se souder et les participants vont se soutenir mutuellement. La première partie du programme est consacrée à leurs antécédents professionnels, à l'analyse de leurs forces, et nous leur faisons faire des questionnaires en ligne pour les aider à trouver leur voie. On passe ensuite au code CNP. Ils parlent de leur carrière, et quand ils font les questionnaires pour connaître leurs forces ou les options qui s'offrent à eux, les autres membres du groupe peuvent dire « Je te vois bien là-dedans », même si la personne concernée ne s'y voit pas. Certains des questionnaires permettent d'amener des idées et des champs d'expertise différents qui pourraient s'avérer intéressants. La troisième partie est consacrée au collège et au programme de remise à niveau académique, au programme de certificats, etc. Les collèges ont vraiment élargi certains de leurs programmes de premier cycle pour les personnes qui ne sont pas prêtes à commencer un cursus complet. On fait de la recherche d'emploi. On garde une trace de toutes les informations. On a d'ailleurs créé un petit livret spécialement pour cela. On parle de réseautage, de CV, de lettres de présentation. On se prépare pour les entrevues, etc. Plein de choses liées à la recherche d'emploi. Dans la 7e partie, on parle beaucoup du maintien à l'emploi. C'est là qu'on va voir les employeurs et les employés. À ce stade du programme, ils ont tous choisi un domaine qui les intéresse. Les personnes du centre vont ensuite à la rencontre des personnes et des employeurs qui travaillent dans ces domaines et ont une belle carrière. On demande à les rencontrer et on leur pose des questions. Comment sont-ils arrivés dans ce domaine? Qu'est-ce qui les a attirés? Comment ils ont financé leur formation? Ont-ils travaillé en parallèle de leurs études? Est-ce qu'ils ont commencé à travailler puis sont retournés sur les bancs d'école? Est-ce qu'il y avait des enfants au milieu de tout ça? Combien d'années ça leur a pris? Ce genre de questions. Qu'est-ce que vous aimez? Qu'est-ce que vous n'aimez pas? Connaissez-vous quelqu'un qui s'est fait congédier? On essaie de leur ouvrir les yeux sur le métier et tout ce que ça englobe. C'est ça l'objectif du programme. À la fin,
Les participants ont non seulement pu faire le tour d'un domaine qui les intéressait, mais ils ont également eu un aperçu de 4 autres domaines, parce que nous faisons toujours les visites en groupe. C'est plus une discussion qu'une visite d'entreprise ou d'usine, finalement. Nous couvrons une bonne panoplie d'emplois. Nous avions un participant qui voulait obtenir son GED. Il ne participait pas beaucoup, puis nous avons trouvé Let's Get Real et il s'est inscrit. Ce qui l'intéressait, c'était la radio et la télévision. Nous l'avons donc emmené dans une chaîne de télévision bénévole afin qu'il puisse voir l'équipement. Il a fait la visite, a parlé aux personnes qui travaillent là, a pu voir comment elles étaient entrées dans ce domaine et quelles études elles avaient faites. Il a découvert qu'il y avait un programme intéressant à Conestoga après avoir parlé à un étudiant bénévole ce jour-là. Sur le chemin du retour, nous avons écouté la radio du collège Conestoga et il a décidé de finir son GED. La dernière fois que j'ai eu de ses nouvelles, il travaillait dans la radio d'un collège, justement. Ce qui est vraiment intéressant avec ce programme, c'est que nous n'exigeons pas des participants qu'ils trouvent un emploi ou qu'ils aillent à l'école. L'objectif de ce programme est de leur ouvrir les yeux. Car souvent, les gens d'Ontario au travail ne savent pas trop quoi faire. Ils n'obtiennent le 100 $ que s'ils répondent aux critères de sélection. Les faire venir et les inciter à venir sur une base régulière, leur faire faire quelque chose de routinier et leur ouvrir les yeux sur l'emploi, ce n'est pas rien. Finalement, ceux qui sont vraiment intéressés reviennent. D'autres trouvent un emploi. C'est un programme facile et tout en douceur. Les clients d'Ontario au travail vont venir parce que, justement, il n'y a pas de pression. On peut juste venir jeter un coup d'œil, participer et peut-être apprendre des choses auxquelles on n'avait pas pensé. L'argent peut même être un moteur. Mais une fois à la fin du programme, ils ont souvent oublié ce paramètre. Parfois, on donne 50 ou 75 $ en fonction de notre budget, mais 100 $, c'est pas mal vu la durée du programme. Le programme a lieu 2 fois par semaine, de 9h30 à 11h30. On se déplace dans la région. L'argent vient de notre budget opérationnel annuel. Nous organisons le programme 2 fois par an. La première fois, nous avons demandé un financement à notre club Lyon local. Mais quand nous avons constaté qu'il y avait du succès, nous avons décidé de l'inclure dans notre budget de fonctionnement. Qui a piqué mon fromage est vraiment une superbe activité avec un support vidéo. Ça parle beaucoup du changement. La tâche jalon A1.2, briques de feuilles d'érable, est vraiment bien à utiliser pendant le programme. C'est tout pour le moment. Nous avons la brochure. Si vous souhaitez en obtenir une copie, faites-le nous savoir. Vous pouvez sinon en faire des photocopies. Merci. Élisabeth, tu n'as pas raconté la manière dont vous avez publicisé le programme. Et si je me souviens bien, c'était plutôt intéressant. Comme nous avons plusieurs cantons, nous utilisons Facebook pour la publicité. Nous n'utilisons quasiment plus les journaux. La ville d'Arthur a créé une page Facebook intitulée « Arthur, What's Happening » et elle a vraiment pris de l'ampleur. Tout le monde peut y ajouter des événements et maintenant les villes voisines ont des pages similaires. Ainsi, lorsque je veux faire de la pub, je peux utiliser ces pages qui sont très populaires. La majorité des gens voient nos pubs sur Facebook, mais nous l'avons diffusée une fois dans le journal et avons également eu de bons retours. Je préfère vous prévenir que de nombreux parents risquent de vous contacter pour leurs enfants. Mais demandez toujours à parler aux futurs participants. On ne veut pas que ce soit les parents qui les poussent. Je tenais également à souligner que le Community Literacy de l'Ontario avait créé une brochure intitulée « Partnership Success Stories, LBS Agencies and Ontario Works ». Certaines personnes ici présentes apparaissent dans cette brochure, donc si vous voulez en savoir plus sur certains beaux programmes en cours dans la province et qui connaissent un beau succès en matière de travail avec des personnes en situation de pauvreté ou d'instabilité, nous vous encourageons à la consulter. Certaines personnes aimeraient avoir une copie du webinaire. Le premier lien de la diapositive contient beaucoup d'informations, dont toutes les ressources du webinaire. Ce qui est intéressant avec les séances de perfectionnement de cette année, c'est que nous avons 2 thèmes bien distincts. Les 3 premiers portaient sur les personnes en situation de pauvreté et les 3 suivants sur l'apprentissage, donc 2 domaines très d'actualité en matière d'alphabétisation et de formation de base. Nous allons maintenant passer à la période des questions. Est-ce que quelqu'un a des questions? J'ai une question pour Jane.
Avez-vous connaissance de quelqu'un qui utiliserait le programme d'avancement en milieu de travail en collaboration avec Compétences Plus Ontario? Non, personne ne fait cela. Si vous avez une commission de planification de la main-d'œuvre dans votre région qui serait intéressée, contactez-moi et je vous aiderai parce que je pense que c'est vraiment un programme très important. Dans notre région, on voit de plus en plus de gens rester avec Ontario au travail de plus en plus longtemps et on sait que plus ils y restent, plus c'est difficile de partir. J'ai l'impression que certains de ces programmes seraient des projets pilotes parfaits à présenter à Ontario au travail. Deborah Flynn a dit qu'il n'utilisait pas les projets Compétences Plus Ontario dans la région du Quill de la province. Je pense que si on prépare les gens à un projet Compétences Plus Ontario, il pourrait y avoir une possibilité. Dans la fenêtre de clavardage, je vois qu'il existe une initiative similaire mise en place par le Collège Mohawk et qui s'appelle City School by Mohawk. Je ne sais pas de quoi ça a l'air, cela dit. Wendy semblait dire que de plus en plus de personnes restaient sur l'aide sociale dans sa région. C'est merveilleux, tout ce partage de ressources. Merci à tous. Donc, pour revenir au cas du Collège Mohawk, ils offrent des cours gratuits, car ils pensent que l'éducation est la clé pour se sortir de la pauvreté. Ça serait intéressant de savoir s'ils se sont inspirés de quelque chose ou si c'est une initiative personnelle. Ça pourrait être une question pour nos panélistes. Vous avez trouvé des méthodes innovantes pour travailler avec des personnes en situation de pauvreté. Vous a-t-on mis des bâtons dans les roues? Quelqu'un vous a-t-il dit « ces gens ne sont pas prêts » ou fait d'autres genres de commentaires? Avez-vous eu du mal à vendre le programme que vous aviez mis sur pied? Oui, on nous a mis des bâtons dans les roues au début. C'est pour ça qu'on a décidé d'aller au contact des entreprises. Il y a des employeurs très sympathiques et il faut bien le dire, ce sont souvent ceux qui n'ont pas de syndicat. D'autres ont dit qu'ils avaient déjà essayé, mais que ça n'avait pas fonctionné. C'est pour ça que bâtir des ponts pour réduire la pauvreté a eu de telles répercussions positives auprès des employeurs. Ils ont maintenant une autre vision des choses. Quand on va à la rencontre des employeurs, c'est très souvent qu'ils veulent embarquer dans le projet, mais sans ça, ils sont sceptiques. Pour ce qui est de tendre la main aux employeurs, les organismes AFB ne sont pas vraiment payés pour faire ça, mais cela semble être quelque chose en demande. Comment allez-vous faire? Utilisez-vous une technique en particulier? Pour ce qui est de trouver des employeurs, on ne peut pas mettre la charrue devant les bœufs, puisqu'on ne sait pas qui les participants vont choisir. On fait ça sur le tas. Ce qu'on a trouvé, c'est de se concentrer sur la ville d'où ils venaient et de chercher un employeur dans ce domaine avec une lettre déjà prête. On est toujours très clair à ce sujet. Ce n'est pas de la recherche d'emploi. Ça facilite immédiatement le dialogue avec l'employeur. On est également toujours très transparent sur le fait qu'on travaille avec de jeunes adultes qui n'ont pas toujours terminé leur secondaire et qui pourraient vouloir travailler dans ce domaine, mais qui sont là pour écouter et en apprendre plus sur la manière dont vous, l'employeur, en êtes arrivé là. La lettre permet de leur donner une idée des raisons pour lesquelles on fait ça. Certains employeurs comprennent tout de suite et certains attendent d'avoir la lettre. On parle beaucoup du maintien à l'emploi et du fait que parfois, décrocher l'emploi qu'on souhaite prend du temps et quelques étapes. Nous avons rencontré des employeurs qui n'étaient pas sûrs des personnes que nous leur amenions, mais ce ne sont que des adultes ordinaires qui ne connaissent pas trop les métiers qui existent. Il y a suffisamment d'employeurs pour que, si ça ne fonctionne pas avec un, nous en trouvons un autre. Jane, à vous. C'était une bonne question. Comme vous l'avez dit, on n'a pas le temps et on ne connaît pas tout le monde, mais on a des contacts. Au niveau local, il y a une entreprise qui a toujours eu un type de soutien éducatif et qui voulait travailler avec nous. Sinon, j'utilise la commission de planification de la main-d'œuvre et je leur demande de me présenter un employeur en particulier. C'est une excellente ressource. Notre comité d'inscription au programme a également pas mal de contacts, donc je m'en sers aussi pour le réseautage. Je pense à autre chose. Pour revenir aux 4 présentations d'aujourd'hui, j'ai l'impression que beaucoup de ces programmes ont été créés pour aider les gens à garder un emploi qu'ils ont déjà. J'ai commencé à réfléchir au rôle des programmes AFB en matière de rétention. On se voit toujours comme l'étape avant que les gens commencent à chercher du travail, mais je pense que comme les besoins des employeurs sont importants, beaucoup de gens se tournent vers ces emplois, mais rencontrent des difficultés parce qu'ils n'ont pas les compétences nécessaires.
Donc, je me demande si les programmes AFB n'auraient pas un plus grand rôle à jouer pour aider les gens à garder l'emploi qu'ils décrochent. On a toujours eu 15-20 % de participants à nos programmes qui avaient déjà un emploi, mais ces programmes constituent une manière plus systématique de penser à la façon dont on peut aider les gens à conserver leur emploi. Je pense que c'est vraiment ça. Il faut qu'on aide les gens à garder leur emploi. Ces gens ont tellement de choses auxquelles penser, ils ont besoin de soutien. Si on regarde le cas de Cascade Engineering aux États-Unis, ils ont vraiment une belle histoire sur le soutien qu'ils apportent aux personnes en situation de pauvreté. Ils ont découvert que certaines personnes restaient à leur poste uniquement à cause de choses comme le transport, le manque de connaissances accessoires, etc. C'est un problème majeur et nous ne voulons pas de redoublement dans aucun de nos programmes. Nous voulons que les gens avancent. Je voulais juste dire que la rétention devenait un concept de plus en plus pertinent pour nos participants. Pas seulement les jeunes, mais aussi les personnes qui occupent le même poste depuis 15 ou 20 ans et qui voient l'entreprise dans laquelle elles travaillent fermer ou de nouvelles technologies arriver. Ce sont des travailleurs en première ligne qui occupent des postes de direction. L'effet domino commence tout doucement. La plupart de nos grands employeurs envisagent des retraites massives. Je pense qu'il y a un besoin et une place à prendre pour les agences AFB en matière de rétention et d'entretien, ce qui, je pense, devrait également être pris en compte. Un des participants a insisté sur le rôle des services d'intérim et l'embauche de nouveaux employés. Avec autant de postes ouverts, je pense que les employeurs doivent comprendre que pour fidéliser leurs employés, ils doivent leur donner quelque chose en retour. Je voudrais encourager les gens à travailler et à discuter en groupe du rôle des agences AFB dans la rétention des employés. Nous planifions les services d'alphabétisation une fois par an et devons donc aider les autres à comprendre le rôle que jouent les programmes AFB. Cela peut également se fondre dans l'alphabétisation en milieu de travail. Il peut y avoir d'autres occasions. Dans notre région, on parle beaucoup des problèmes liés à l'emploi, à savoir le faible taux de participation. Je pense qu'il est important que nous, en tant que communauté AFB, parlions de ce que nous faisons et de ce que nous avons à offrir. Merci à tous ceux qui sont restés avec nous jusqu'à la fin de ce webinaire. Nous avons terminé. Merci à tous. La discussion fut très enrichissante.